Bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous. Je suis Antoine Arjakovski, directeur de recherche au Collège des Bernardins, et ça a été un grand plaisir pour moi, avec Antoine de Romanet, avec beaucoup d'autres au sein du Collège des Bernardins, d'avoir participé à cette chaire Andrea Riccardi. Et nous avons parmi nous des experts qui vont nous parler de leurs expériences pour trouver une solution à cette crise, non seulement économique, mais je dirais cette crise épistémologique. Lionel Zinsou, la parole est à vous. Vous avez introduit notre propos en suggérant que la crise créait des facteurs de désespérance ou des passifs des dettes, et qu'il faudrait, au fond, sortir de la crise par le haut en essayant d'inventer de nouveaux paradigmes et de créer de nouvelles espérances. Mais s'agissant de l'Afrique, au fond, l'actualité n'est pas une actualité de crise. C'est une actualité de très très forte croissance. Et malgré tout, la croissance ne résout pas tout, si bien que beaucoup d'inégalités, beaucoup de problèmes d'anomie sociale, de troubles à l'ordre public, beaucoup de facteurs de désespérance, y compris les facteurs de désespérance du groupe qui devrait désespérer le moins, qui est celui de la jeunesse africaine. Tout cela s'est créé non pas par la crise, mais par la croissance. Donc on est dans une situation instable dans laquelle il faut bien faire attention. Il n'y a pas que le monde avancé qui doit se sortir de la crise par des solutions d'espérance. En Afrique, nous avons à sortir de la croissance par de nouvelles espérances, parce que la croissance n'apporte pas l'espérance. Donc vous voyez, les problèmes que nous avons en matière de développement ne sont pas que la conséquence de la crise. Ils sont que la croissance peut parfaitement porter des déséquilibres qui, au fond, aujourd'hui, sont visibles en Afrique par de nombreux symptômes. Alors, on n'a pas forcément une compréhension, une étiologie complète de ces symptômes. Quelles sont les causes derrière ces symptômes? Un symptôme, c'est le fait que la jeunesse africaine est au chômage, pour simplifier. Un deuxième symptôme, c'est que plus la jeunesse est qualifiée, plus elle est au chômage, ce qui est l'inverse de la situation européenne, où la seule assurance contre le chômage, c'est la qualification. Aujourd'hui, si vous avez une maîtrise de physique nucléaire, que vous êtes béninois, votre emploi le plus vraisemblable, c'est chauffeur de mobilette taxi. Il y a 100 000 chauffeurs de mobilette taxi dans la capitale. Plus vous êtes qualifié, moins il y a, dans la structure des emplois offerts, moins il y a de place pour vous. Mais vous avez l'éducation, vous avez les espérances, vous avez les droits, vous avez un téléphone mobile, vous avez les réseaux sociaux, et vous n'êtes pas décidé à vous laisser faire. Et ça donne, au nord de l'Afrique, un autre symptôme, des révolutions arabes. Une revendication de dignité, une façon de s'organiser pour dire il y a un certain nombre de choses que nous trouvons intolérables, et parmi elles, le fait que nous n'ayons pas de place dans la société. Et l'Afrique, c'est un continent d'1 milliard d'habitants qui doit installer des classes d'âge de 15 millions par an. En France, une classe d'âge, c'est 700 000 personnes. En Afrique, une classe d'âge, c'est quelque chose comme 15 millions de gens qu'on doit faire accéder à l'emploi, à la santé, à l'éducation, à l'électricité, à l'eau, etc. Mais d'abord à l'emploi, qui commande beaucoup d'autres choses. Donc vous voyez, on a d'assez nombreux symptômes sociaux, sociétaux et politiques du fait que la croissance ne résout pas tout. Vous savez, l'Égypte avait une des croissances les plus élevées, 7% l'an. La Tunisie était non seulement première dans tous les classements sur quel est le meilleur environnement des affaires et en termes de croissance, avait une croissance régulière de 7% l'an. Le Maroc a été moins éprouvé, l'Algérie a été moins éprouvée, mais enfin, les révolutions arabes ne se sont pas un instant passées dans des pays qui avaient des problèmes de retard dans la croissance. C'était des pays en avance sur la croissance. C'était des pays qui étaient donnés en leçons par tout le monde. On prenait des leçons tunisiennes et des leçons égyptiennes. L'Égypte, c'était même un miracle, parce qu'après des années de stagnation, l'Égypte avait enfin une croissance 2 fois supérieure à sa croissance démographique, la croissance économique, les richesses produites.
Et c'est pas qu'elle devenait de moins en moins égalitaire, au contraire, elle faisait accéder de plus en plus de ses citoyens à un niveau décent de vie et à la réduction de la pauvreté. Donc faire très attention. C'est très rare que les révolutions soient corrélées à la misère. Enfin, c'est pas très rare, ça n'existe pas. C'est très très fréquent que les révolutions soient corrélées à de la surchauffe économique, à une croissance qu'on ne sait pas maîtriser, qu'on ne sait pas organiser, qu'on ne sait pas aménager, qu'on ne sait pas traduire en emploi. Donc il ne faut pas avoir, je crois, des raisonnements trop simples. Les solutions d'espérance à trouver ne sont pas des enfants de la crise, c'était aussi bien des enfants d'une très forte croissance. Et deuxième remarque, en dehors de ces symptômes, et je n'ai pas parlé des symptômes sécuritaires, parce que je pense que c'est un peu plus compliqué, les symptômes terrorisme, de narcotrafic, etc., qui sont également des symptômes de troubles très forts, n'ont pas des corrélations économiques aussi faciles que ça à établir. Enfin, on a quand même quelques symptômes d'anomie. Deuxième remarque, donc la croissance ne résout pas tous les problèmes. Deuxième remarque, la croissance, à l'étape où se trouvent la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, a des impossibilités logiques qui ne tiennent pas à des incapacités de se gouverner. Il y a une chose qui est insupportable pour les Africains, encore que, de façon générale, on a une bonne grâce pour nos hôtes et on a une espèce d'hospitalité intellectuelle aux sottises que disent les gens sur l'Afrique. Donc, une des idées, c'est vous ne vous développez pas de façon égalitaire et raisonnable et parce que vous êtes mal gouverné, vous avez des problèmes de gouvernance, donc on va vous mettre des objectifs, des conditionnalités de gouvernance. Attendez, c'est pas sérieux. On a des impossibilités logiques sur lesquelles il faut travailler sérieusement. La raison pour laquelle nous avons des limites à nos croissances, et ces limites sont telles qu'on n'arrive pas à réduire la pauvreté, ce sera mon troisième et dernier point, mais c'est pas qu'on est des incapables, c'est pas qu'on est dirigé par des sous-officiers qui ont pris le pouvoir, c'est pas nos gouvernants d'aujourd'hui, nos jeunes gens qui gouvernent nos entreprises et nos pays, ils ont été formés partout. Ils ont été formés à l'école polytechnique, comme vous, à l'école nationale d'administration, comme toi, à l'école normale supérieure, comme moi, et à leurs équivalents américains, chinois, etc. On est dirigé par des gens extrêmement capables. Peut-être qu'ils ne sont pas tous très honnêtes, parce qu'en général, on nous donne des leçons de vertu sur le thème de la corruption. Bon, très bien, mais est-ce que la corruption a, au fond, énormément gêné la croissance chinoise, russe, des pays du Golfe? Puis je ne vais pas me rapprocher de l'Europe, ça va vite devenir désagréable. Donc on ne va pas dire que la corruption est un phénomène des élites africaines, en apanage des élites africaines. Tout ça, ce sont des choses vraies, mais des choses qui n'ont rien à voir avec les explications. Nous avons des impossibilités réelles. Par exemple, nous ne créons pas d'emplois avec la croissance africaine à hauteur des besoins d'emploi. Non pas parce qu'on ne sait pas gouverner, non pas parce qu'on n'a pas lu les bons rapports des bons experts, mais parce que quand on est à la phase de développement de l'Afrique, on se développe dans des domaines qui ne créent pas d'emploi. L'énergie, ça ne crée pas d'emploi. Voilà, c'est comme ça. Or, on est en panne électrique. On ne produit pas de produits raffinés. Le Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique, est le premier importateur de produits pétroliers en Afrique. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait pas de produits raffinés. Il n'est pas le seul. L'Iran aussi, jusqu'à un certain point la Russie aussi, etc. Mais c'est un fait. Et donc il faut absolument donner l'électricité à l'Afrique. Il y a 4% des populations de zones rurales qui accèdent à l'électricité en Afrique. Ça fait quand même 96% de gens qui n'ont pas un accès régulier à l'électricité. C'est beaucoup. Et ceux qui, en ville, ont accès à l'électricité avec une panne qui atteint 20 heures sur 24 au Nigeria. Et moi, je suis béninois, dans le pays d'à côté. Nous, on est fortunés. On a 12 heures de panne sur 24 au lieu de 20. Bon. Donc, il faut investir dans l'énergie. Puis, on n'a pas le choix. Sinon, il n'y aura pas d'industrie, il n'y aura pas demain d'emploi dans l'industrie manufacturière, des emplois qualifiés pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Mais l'énergie, ça ne crée pas d'emploi. C'est comme ça. Deuxième chose que les gens ignorent, parce qu'ils sont dans un rêve idéaliste agrarien, l'agriculture, ça ne crée pas d'emploi. Aujourd'hui, il y a plus de 50% de la population active en Afrique qui produit 25% du PIB de l'Afrique. C'est la population active dans l'agriculture qui produit, avec un taux de sous-emploi et d'inefficacité fort, 25% du PIB. Dans 20 ans, ça ne sera plus 25% du PIB, ça sera 10%.
Et ça ne sera évidemment pas 50% de la population active, ça sera 15%. C'est comme ça. L'agriculture, de toutes les activités économiques, est une activité intensive en capital, ce qui veut dire en clair très peu intensive en travail. C'est même pas ça. L'agriculture, ce n'est pas qu'elle ne crée pas d'emplois, c'est qu'elle détruit des emplois. Il suffit de regarder les expériences européennes de révolution agricole, de 30 glorieuses. Il suffit de se référer aux expériences chinoises. Alors, évidemment, on peut positiver ça en disant c'est formidable. L'agriculture, par sa productivité, libère des surplus financiers et libère des hommes, lesquels gagnent les villes et sont la main-d'œuvre ouvrière qui a fait de la Chine l'atelier du monde. Bon, ça, c'est la vision positive. La vision négative, c'est l'agriculture détruit des emplois. Et tous les rêves agrariens sur le thème « nous allons spontanément avoir des emplois agricoles parce qu'on va moderniser et relancer l'agriculture » sont des rêves agrariens, ce sont des naïvetés. Nous avons des impossibilités logiques et indépassables. C'est pas une question de gouvernance. Les gens qui regardent la situation africaine en disant quand même vous pourriez être égalitaire, créer des emplois, vous occuper des jeunes, ce sont des naïvetés. Nous avons des impossibilités radicales. Et nous sommes dans la phase où nous avons besoin de capitaux parce que ce que nous avons à faire, qui n'a jamais été fait antérieurement, qui évidemment n'a jamais été fait par la colonisation, c'est faire des infrastructures, faire des raffineries, faire des centrales électriques, faire des réseaux de télécom, ça encore, c'est très rentable, donc ça s'autofinance. Et puis, c'est faire ce qu'il faut pour nourrir la population, qui va passer d'1 milliard à 2 milliards d'habitants. Et ça, on peut je veux dire, avoir des rêves plus romantiques que ça, mais c'est quand même ça. Et ça, c'est indépassable. Et ça ne crée pas d'emploi. Quand vous dépensez 1000 en capital dans l'agriculture, vous faites 500 de chiffre d'affaires. Quand vous dépensez 1000 en capital dans l'industrie manufacturière, vous faites 2000 de chiffre d'affaires. Quand vous dépensez 1000 en capital dans les services, vous faites 4000 de chiffre d'affaires. Le rapport entre les 500 de chiffre d'affaires de l'agriculture, les 4000 des services, les 2000 de l'industrie manufacturière est un rapport fondamental. Aujourd'hui, les ressources de l'Afrique sont employées à des activités qui créent extrêmement peu d'emplois, tellement elles sont gourmandes en capital. Alors ça s'amortit sur 50 ans, c'est très bien, mais c'est très gourmand en capital. On a eu toute une série de réflexions avec Jean-Michel, d'ailleurs depuis des années objectivement, pour savoir comment on trouve les ressources longues pour faire ces financements longs. Très bien. Et donc tout ça est en train de s'animer et il y a énormément de réalisations maintenant d'infrastructures, d'énergie et en termes agricoles, l'Afrique est au fond capable à peu près de suivre sa croissance démographique et elle ne mourra pas de faim à raison du fait qu'elle ne pourra pas produire sa subsistance. Elle va le faire et d'une façon générale, en dehors de quelques zones du monde, pour des raisons climatiques, pour des raisons de personnes déplacées, pour des raisons d'organisation commerciale, pour des raisons de perversité politique, enfin il y a quelques zones du monde où les problèmes de la faim se sont aggravés, mais l'immense majorité des Africains a connu une amélioration et, grosso modo, on aura les moyens de nourrir l'Afrique. Mais nourrir l'Afrique, ça n'est pas employer les jeunes. Ça n'est pas ça. Et donc, les solutions d'espérance, je crois, parce que la pauvreté est insupportable. Juste un chiffre que les gens n'ont pas forcément en tête. Nous avons, parce qu'on atteint les objectifs du millénium et qu'on atteindra ensuite les nouveaux objectifs du millénium, plutôt, pas complètement, mais plutôt un petit peu mieux que prévu, en fait, on aura de moins en moins de gens qui vivront sous le seuil de pauvreté. Et l'Afrique, aujourd'hui, a probablement, sur 1 milliard d'habitants, 600 millions de gens qui ont atteint à cette dignité de satisfaire les besoins fondamentaux et d'être capable de se nourrir, d'accéder à peu près à l'éducation, à peu près à des soins convenables, etc. C'est un immense succès. C'est la sortie de la pauvreté, la création de ces classes moyennes, l'effondrement de la pauvreté en Afrique, c'est un immense succès. Et en plus, c'est un succès recoupé par énormément de preuves. Parce qu'il y a toujours un discours sur l'Afrique qui est « oui, mais enfin, tous ces chiffres sont faux. Moi, je peux vous dire que tout va de plus en plus mal. » Non. C'est vrai parce que ça se mesure par les rations alimentaires, par les indicateurs démographiques, par les indicateurs de mortinatalité, de mortalité infantile, de mortalité en couche, par la mesure de réduction de l'impact des grandes pandémies. Enfin, c'est parfaitement recoupé. Donc on peut nier le fait, mais ça ne sert à rien parce qu'en réalité, le fait est indubitable.
Et ça, c'est très, 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 très important pour l'avenir de l'Afrique. Et ça, en soi, c'est une espérance. Mais si on dit qu'il y a 600 millions de gens qui sont au-dessus du seuil de pauvreté, c'est-à-dire qu'il y en a 400 qui sont en dessous. Or, vous avez bien en tête que l'Afrique des indépendances, fin des années 50, début des années 70, en 1960, l'Afrique a 200 millions d'habitants. Continent vide de 200 millions d'habitants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a 400 millions de gens qui vivent en dessous du niveau de pauvreté, il y a 2 fois plus de pauvres en Afrique en 2014 qu'il y avait d'habitants en Afrique en 1960. Et ça, c'est le paradoxe. Évidemment que la pauvreté s'est effondrée, mais le nombre de pauvres s'est énormément accru. Et c'est ça qui rend le phénomène insupportable et d'ailleurs difficile à penser. Où est l'espérance et où est la désespérance? L'espérance, elle est 600 millions de gens dans la dignité. Elle est les classes moyennes. Elle est l'urbanisation. Elle est le temps de l'Afrique, comme dirait Jean-Michel Severino. Elle est le fait qu'on devient maître de son destin. Elle est ces générations nouvelles qui entreprennent, ces patrons formidables de PME, etc. Voilà, l'espérance, ce sont ces classes moyennes, moyennes supérieures, alphabétisées, éduquées. C'est les 500 millions d'abonnés au téléphone. Enfin, c'est dans un continent qui n'a pas d'électricité. Vous voyez, sur 500 millions d'abonnés, il y en a quand même 300 millions qui doivent aller vers un poteau avec un panneau solaire, parce que leur village n'a pas d'électricité, mais il faut quand même pouvoir réalimenter le téléphone portable. Ça, c'est... Les 600 millions ne sont pas tirés d'affaire, mais... C'est une vague tellement forte d'espérance que c'est, au fond, cette impression que tout commence en Afrique, qui est extraordinairement stimulante aujourd'hui. Parce qu'on n'avait pas cette impression il y a 10 ans. Tout commence. C'est l'Afrique des commencements. Bon. Puis il y a les 400 millions de pauvres qui vivent en dessous d'1,25 $ par jour. Et qui ne sont pas les mêmes pauvres qu'avant, qui ne sont pas des pauvres dispersés dans les campagnes. Il fut un temps où on disait l'homme le plus pauvre du monde est une femme africaine, quelque part dans une région rurale. Mais c'est plus du tout ça. Il y a toujours ça. Mais ça peut aussi très bien être un jeune éduqué dans un bidonville périurbain de Nairobi, de Lagos, d'Abidjan, de Dakar. Donc, c'est une pauvreté, un nombre d'exclus en croissance insupportable. La croissance économique n'est pas suffisante pour réduire le nombre des pauvres qui progressent. Elle est suffisante pour réduire la pauvreté, ce qui est différent. Il faut absolument intégrer cette très, très, très grande différence. Et là, il y a de la désespérance, ou en tout cas, là, il y a de la rébellion, de la révolte, ce qui est quand même beaucoup mieux que la désespérance. Et c'est là qu'il faut trouver des solutions. Et donc, les solutions, par exemple, d'emploi, d'accès à la dignité, d'avoir un travail rémunéré pour survivre, il faut les chercher là. Et il y a, en fait, probablement beaucoup de paradigmes nouveaux qui permettent de le faire. Le marché, la croissance économique ne vont pas résoudre ce problème de la pauvreté. À 7% de croissance, à 5% de croissance, pardon, vous créez des classes moyennes, mais vous ne réduisez pas le nombre des pauvres. Et donc, où on va plus vite en croissance encore, on fait encore plus de surchauffe, où on change certains contenus de la croissance, et c'est vraiment... J'ai terminé, Monsieur le Président. Et c'est vraiment quelque chose qui va demander de mobiliser d'autres acteurs, les fondations, les associations, des communautés spirituelles. Le meilleur et le seul hôpital de Bénin qui soit fonctionnel. C'est un hôpital confessionnel au nord du Bénin, à Tanguieta. Le système public de santé publique, il est failli. Donc ça peut être des efforts d'un grand nombre d'acteurs, évidemment de la société civile, évidemment du secteur privé, du secteur des entreprises, aux côtés d'États qui sont très faibles. Ce n'est pas qu'une affaire de politique publique. On va devoir mobiliser des moyens différents. On va devoir coaliser des acteurs autrement. On va devoir trouver des instruments de financement différents. Et on va devoir arriver à donner du contenu en emploi à ce qui spontanément et naturellement n'a pas de contenu d'emploi. Et si on ne le fait pas, on va étrangler la croissance. On ne va pas continuer tranquillement à 5%, on va régresser. Donc, si on veut maintenir la croissance et l'accélérer, on doit passer par des chemins différents qui ne sont pas uniquement, mais qui peuvent être, mais qui ne sont pas uniquement des chemins du marché.
Et dans le marché, on doit faire en sorte pour les entreprises de prendre en charge des responsabilités collectives d'intérêt général qu'elles ne prennent traditionnellement pas. On doit trouver le moyen, dans le jargon des économistes, d'arriver à faire rentrer dans le calcul économique certaines des externalités positives. C'est-à-dire, quand on fait quelque chose qui n'est pas rentable économiquement et financièrement, mais qui est rentable socialement, on doit trouver le moyen d'arriver à traduire cette rentabilité sociale. Enfin, on a un travail pour la génération qui vient de création conceptuelle énorme, parce que ce n'est pas le jeu spontané des forces économiques qui va résoudre les problèmes que nous avons, et notamment celui de la pauvreté. Merci. Merci beaucoup pour ce constat et puis cette conclusion qui nous donne un début de réflexion pour les chemins de solutions et d'espérance. Jean-Michel Severino, la parole est à vous pour nous parler justement de ces chemins et de ces objectifs nouveaux pour un nouveau développement plus juste. Le secrétaire général des Nations Unies est en charge de préparer ce que seront les futurs objectifs du millénaire après 2015. On reviendra d'ailleurs sur ce que sont ces objectifs du millénaire tout petit peu plus tard. Pour nourrir sa réflexion, il a procédé en plusieurs étapes. Je ne vais pas rentrer dans ce dispositif très, très, très onusien et très dense. Et l'une de ces étapes a consisté à demander un panel qui a été présidé par le Premier ministre britannique, la présidente du Libéria et le président d'Indonésie, de lui fournir un conseil, sous la forme d'un rapport, sur ce que pourrait être l'agenda du développement après 2015. Donc l'idée n'était pas tant de lui fournir une liste d'indicateurs qu'un discours sur le développement et qui pourrait inspirer le processus de négociation interétatique et les travaux d'experts qui aboutiront, il faut l'espérer, à la fin de l'année 2015 à un nouveau jeu d'objectifs communs pour la planète. Donc ce panel a rassemblé une quinzaine de personnes issues du secteur privé, avec des personnes très, très éminentes comme Paul Polman, le patron d'Unilever, des gens venant de la société civile, des militants des droits de l'homme, des banquiers, des syndicalistes, des universitaires, bref, un panel extrêmement divers, équilibré entre les sexes et entre les nationalités, les origines, bref, ce que les Nations Unies peuvent produire d'échantillons de la planète capables de réfléchir à un sujet de politique publique. Et nous avons travaillé pendant 2 ans, en 2012 et en 2013, avec un rythme assez élevé, et en procédant à une consultation massive au travers de toute la planète, puisque grâce à la mobilisation de l'appareil des Nations Unies, nous avons pu consulter directement et indirectement plusieurs dizaines de milliers de personnes et d'organisations, en tenant d'ailleurs des longues séances, je dirais, de table ouverte dans de nombreux pays de la planète au cours de ce processus. Ceci a été complété, bien sûr, par des travaux académiques, comme vous pouvez l'imaginer, sur la croissance, la répartition, les inégalités, les enjeux globaux, et mobilisant les institutions internationales du système de Bretton Woods et des Nations Unies, comme de nombreuses contributions académiques. Ce qui m'a frappé dans ce processus qui a été passionnant, c'est qu'au fond, nous sommes parvenus, aussi divers que nous étions, aussi séparés que nous l'étions sur le plan des origines géographiques, des origines sociales, des origines idéologiques, chinois et américains dans la même pièce, pour ne parler que d'une opposition parmi bien d'autres, c'est finalement que nous sommes arrivés à un consensus dans l'intérieur de ce groupe, une vision assez claire, assez forte et un message relativement précis que nous avons adressé à M. Ban Ki-moon et aux acteurs de cette transformation des objectifs de politique publique de la planète. Et pour rentrer dans ce message, j'aimerais vous dire que nous avons jeté un regard à la fois admiratif et terrifié sur ce qu'a été le XXe siècle en termes de développement, et le début du XXIe, un siècle qui a été à la fois marqué par toutes les catastrophes et les drames que nous connaissons. Et nous venons, avec l'anniversaire du débarquement, de célébrer un épisode d'un des conflits les plus marquants de cette période.
Donc un XXe siècle qui a sans doute été le plus meurtrier de toute l'histoire de l'humanité, qui a connu l'invention de la bombe atomique et sa mise en œuvre, mais aussi un siècle qui a vu plus de personnes sortir de la pauvreté en 50 ans que depuis l'origine de l'humanité. Et un XXe siècle qui a continué, un XXIe siècle qui a continué sur cette lancée, puisque notre siècle est marqué par la multiplication des événements de conflits, la poursuite de massacres de masse, le règne de la cruauté, mais également, pendant les 15 premières années, on peut quasiment dire cela, de ce siècle, la perpétuation d'un mouvement de croissance extraordinaire et d'un rythme de sortie de la pauvreté, lui aussi sans précédent, même par rapport au XXe siècle. Et renvoyant, c'est quelque chose que je commenterai encore, au paradoxe qu'évoquait Lionel à l'instant, qui ne vaut pas que pour l'Afrique, d'une réduction massive de la pauvreté en proportion de la population mondiale, tout en voyant une augmentation du nombre de pauvres sur cette planète. Et ce que nous avons observé aussi, et ce qui nous a rassemblés dans le consensus, c'est un siècle et un moment de l'histoire de l'humanité où nous vivons à la fois cette trajectoire de croissance économique presque sans précédent, enfin sans précédent pour autant dire, en tout cas à l'échelle de l'ensemble de notre planète, et en même temps une complexification extraordinaire des conditions de cette croissance qui amène en fait quasiment à penser sa fin et voir son basculement. Et là fait irruption toute la problématique du changement climatique, de l'épuisement des ressources naturelles. Et je dois dire que toute plongée dans l'aventure humaine potentielle à un siècle de distance renvoie, sur la base de ce que l'on sait aujourd'hui, sur la base de ce que le meilleur de la connaissance académique nous met sur la table, renvoie au suscite des angoisses, ou une angoisse absolument extraordinaire, sauf, bien entendu, à imaginer qu'un progrès économique et des innovations technologiques sans précédent vont résoudre à elles seules toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Pourquoi pas, du reste, mais en tout cas, nous ne savons pas aujourd'hui si la course à l'innovation technologique va permettre à elle seule de résoudre les difficultés de cohérence dans cette croissance. Et au fond, ceci nous a amené à ce qui est le cœur du message. Ce regard nous a amené au cœur du message que nous avons adressé à nos commanditaires, et qui est un message finalement extraordinairement optimiste, parce que nous avons dit, eh bien finalement, quand on regarde aussi bien ces défis environnementaux que ceux de la croissance, nous sommes peut-être dans la position aujourd'hui absolument extraordinaire, je dirais unique, d'être la génération, dans les 30 années qui vont venir, qui mettra fin à la pauvreté absolue dans le monde, et qui en même temps permettra à la planète de limiter suffisamment fortement les impacts du réchauffement climatique pour demeurer dans une planète viable et pérenne. Il y a seulement 10 ans, nous n'aurions pas exprimé le défi de la planète dans ces termes. On ne l'aurait pas exprimé en termes aussi positifs. Il y a 10 ans, nous n'aurions pas su dire « il y a un chemin qui nous permet de ne plus avoir quiconque sur cette planète gagnant ». Alors je sais que cette définition est extraordinairement technocratique et partiellement pertinente, mais gagnant en dessous de 1,25 $ par habitant. Il y a 10 ans, aucun acteur de l'univers du développement aurait pu se hasarder à dire une chose pareille. Aujourd'hui, nous savons que si nous réussissons à perpétuer sur une trentaine d'années une croissance entre 5 et 7% dans les pays en développement, qui est le trend sur lequel nous connaissons aujourd'hui depuis 15 ans, si nous sommes sur un scénario de croissance démographique médian, ce qui est une lourde hypothèse, et si nous savons mettre en place les politiques sociales d'accompagnement de la croissance, à ce moment-là, nous pouvons atteindre cet objectif. Mais en même temps, nous ne saurons pas atteindre cet objectif
et nous l'avons mis très clairement en lumière, si nous n'arrivons pas à maîtriser le processus de réchauffement climatique de la planète, parce qu'aujourd'hui, ce processus de réchauffement climatique nous envoie dans un univers d'épisodes climatiques suffisamment extrêmes et suffisamment nombreux, et nous fait faire face à une élévation suffisamment importante des contraintes environnementales dans tous les pays pauvres, et même dans les pays développés, pour que nous sachions que cet événement nous fera sortir de la trajectoire de soutenabilité et de réduction de la pauvreté. Mais en même temps, et c'est la bonne nouvelle, il y a des chemins macroéconomiques, il y a des chemins d'investissement, même en faisant l'hypothèse d'un progrès technologique, je dirais, mesuré, qui ne change pas radicalement les choses, qui nous mènent vers ces objectifs. Donc nous pouvons concevoir des politiques économiques qui réduisent le champ des inégalités, qui partagent davantage la croissance, qui font prospérer davantage de monde sur cette planète et qui, en même temps, gardent le rythme de croissance moyen d'une manière soutenable. Je ne rentre pas ici sur, je dirais, les démonstrations de substance que nous avons essayé de faire sur le pourquoi c'est faisable et pourquoi il y a des scénarios macroéconomiques et de politique économique qui nous permettent d'affirmer ça. Mais notre message, c'est il y a des scénarios qui nous permettent d'arriver à ces conclusions. Nous pouvons les emprunter et ces scénarios sont de l'ordre du libre choix, je crois que c'est très important de le répéter, du libre choix des citoyens et des gouvernements de cette planète. Il suppose bien entendu un nouveau type de croissance. Ce nouveau type de croissance n'est pas hors de portée. Il n'induit pas des révolutions tellement significatives dans nos modes de gouvernance qu'ils nous conduisent à les considérer comme étant politiquement improbables. Maintenant, nous avons accompagné ce message plutôt positif d'un second qui consiste à dire, au fond, nos objectifs du millénaire pour le développement, c'est quand même un petit truc un peu fabriqué, un petit peu n'importe comment. Personne, aux environs de l'année 2000, lorsque l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le jeu actuel des objectifs du millénaire pour le développement, ne pensait vraiment qu'il servirait à quoi que ce soit. Mais, au fond, ce jeu d'indicateurs un petit peu bricolé, vaguement technocratique, produit en fait par un groupe d'institutions de développement, a pris dans la population mondiale, est devenu une référence de beaucoup de gouvernements, a mobilisé la société civile et il a rendu crédible l'hypothèse que nous étions capables, en tant que planète, de nous rassembler autour d'un nombre finalement relativement restreint de grands objectifs qui pouvaient exprimer une ambition commune. Et nous avons dit, mais finalement, vous, Assemblée générale des Nations unies, vous, gouvernement de cette planète, vous avez cette chance extraordinaire de pouvoir élaborer une nouvelle génération d'objectifs qui vont être vraiment une fonction de rassemblement. Et si ces objectifs sont bien définis et s'ils sont bien articulés au type de cheminement qu'on peut imaginer comme nous portant vers cette planète plus juste, plus vivable, etc., alors vous allez pouvoir mobiliser effectivement un très grand nombre d'acteurs qui vont se sentir obligés, impliqués, non pas tellement par les moyens, mais par ses finalités, et qui vont s'aligner vers ces objectifs. Et donc nous avons dit au gouvernement, oui, et à M. Ban Ki-moon, oui, il est important de penser une nouvelle fonction d'objectif de la planète. Et cette fonction et ce travail, même s'il suppose des difficultés techniques, ce n'est pas si simple que cela, il est faisable lui aussi. Et en tout cas, on peut le construire en s'inspirant d'un certain nombre de principes, d'un certain nombre de grands objectifs, d'un certain nombre de grandes inspirations, dont certaines sont d'ailleurs d'ores et déjà présentes dans les objectifs du millénaire tels qu'ils sont exprimés aujourd'hui. Alors, je suppose que beaucoup d'entre vous sont familiers à ces objectifs militaires actuels, donc je ne vais pas y revenir. Et je vais, à ce stade, juste insister sur quelques éléments de différenciation que nous avons proposés comme étant des axes qui permettraient de faire basculer ces fonctions d'objectifs vers un moment de la planète qui est celui des années 2015-2030 et non pas des années 2010-2015. Et dans cet esprit, nous avons insisté sur 4 points qui nous ont semblé extraordinairement importants dans la fabrication de ce futur agenda commun de toute notre planète. Le premier d'entre eux,
c'est la globalité. Ce que nous avons dit à M. Ban Ki-moon, c'est nous ne pouvons plus penser le sort du Nord et le sort du Sud différemment. Ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Et ça, c'est une très grande rupture par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement. Les objectifs du millénaire du développement, ce sont des objectifs octroyés par les agences du développement du Nord aux pays du Sud. Et on leur dit, si vous voulez être moins pauvres, voilà quels sont les points sur lesquels il faut que vous focalisiez. Et si vous focalisez sur ces points, eh bien nous viendrons, ça c'était le consensus de Monterrey, financer votre effort. Alors elle dit ça, cette logique, elle ne peut pas marcher. Elle ne peut pas marcher parce que de toute façon, elle n'est pas acceptable en dignité, au fond. Et d'ailleurs, elle est rejetée par une partie croissante des élites du Sud. Il n'y a pas de développement qui puisse être octroyé. Il se prend, il se fait, il s'exerce. En revanche, et d'autre part, cette façon de voir les choses est caduque parce que ce que nous avons observé au cours de la trentaine d'années qui a caractérisé la fabrication de la globalisation contemporaine, c'est une situation où les conjonctures économiques du Nord et du Sud se renvoient l'une à l'autre, où les structures sociales des pays du Sud et des pays du Nord se renvoient les unes aux autres. Les mêmes phénomènes, les mêmes jeux de phénomènes expliquent par exemple la croissance des inégalités en Chine et aux États-Unis. Ce sont des effets miroirs de l'un aux autres. La question de l'emploi sur lequel je reviendrai est aussi quelque chose qui est créé, la faiblesse des trajectoires d'emploi aujourd'hui dans le monde, quelque chose qui est fabriqué par des facteurs macroéconomiques communs à l'échelle de la planète. On ne peut plus en substance différencier les cheminements des uns et des autres. Donc il nous faut que nous fabriquions des objectifs qui puissent parler aux pays du Nord comme aux pays du Sud, pas simplement de transfert de l'un vers l'autre, mais dans la substance même de leur politique. La deuxième chose que nous avons, et c'est le deuxième message que nous avons envoyé, c'est nous ne pouvons pas penser, ça renvoie au point précédent, les questions environnementales différemment des questions économiques. Les unes et les autres sont substantiellement liées, pas simplement à cause du réchauffement climatique et de l'épuisement des ressources naturelles. Il y a de nombreuses raisons de penser que nous avons, je dirais, la vision de la croissance contemporaine est complètement bousculée par l'état des choses. Et je vais le dire avec mes propres mots, puisque dans le rapport, ainsi que tout ce que je fais actuellement, puisque notre rapport est un rapport onusien, donc nous avons usé d'un langage onusien. Il est plein de pudeur et de clauses de style. Donc je vais essayer de dire les choses plus brutalement et avec un vocabulaire qui m'est propre et que certains d'entre vous dans cette salle connaissent déjà. Nous sommes rentrés dans l'ère de l'inversion des raretés. Nous sommes passés du système de la révolution industrielle de 1830 où l'homme était le facteur rare sur la planète et la nature le facteur abondant, dans une situation où l'homme est une ressource surabondante et l'environnement la ressource rare. Et cette situation de fait, qui est la conséquence d'une population qui s'avance vers les 10 milliards d'habitants sur cette planète et de l'usage que nous faisons de nos ressources. Donc cette situation bouscule fondamentalement toute la pensée sur les politiques économiques et toutes les politiques sociales. Il y a de nombreuses implications qu'on peut en retirer sur le plan fiscal, sur le plan macroéconomique, sur le plan de la conduite de la redistribution. Et en substance, si nous ne savons pas, dans ce contexte d'inversion des raretés, transformer et exprimer nos objectifs en liant étroitement la dimension environnementale et la dimension économique, nous n'aurons même plus de possibilité de tenue d'un discours social. La troisième chose que nous avons essayé le troisième message que nous avons envoyé est sur la nature et la profondeur de la croissance. C'est un sujet dans lequel Lionel va se reconnaître tout de suite, compte tenu de ce qu'il a exprimé. Et nous avons dit le sujet commun qui caractérise la perception négative sur la croissance économique contemporaine au nord comme au sud, et qui n'est pas qu'un sujet africain, c'est que cette croissance africaine, cette croissance mondiale est pauvre en emploi, y compris d'ailleurs la croissance chinoise, et elle est pauvre en qualité d'emploi. Et l'accès à l'emploi et l'accès à un emploi de qualité est devenu un sujet de mobilisation en soi. Et il nous faut revoir la question de la croissance économique, non plus à l'aune de performance du PIB, de performance globale, d'indicateurs même sanitaires.
d'accès à la santé, d'accès à l'éducation, etc., mais sur le thème est-ce que nous créons de l'accès à l'emploi? Parce qu'en fait, nous sommes en train de fabriquer une société mondiale où à peu près un quart de la planète est capable de travailler pour le reste de la planète et de redistribuer aux 3 quarts restants dans une situation de dépendance. C'est la situation qui prévaut dans nos sociétés industrialisées, c'est la situation qui prévaut de plus en plus dans les pays en développement. Et ce que nous essayons de dire, c'est que cette situation, elle n'est pas tenable, elle n'est pas gérable. Nous ne gérons pas une planète à 10 milliards d'habitants fondée sur ce principe-là. Donc nous avons une thématique spécifique liée à l'emploi et à sa qualité. Et entre parenthèses, il y a un certain nombre de bonnes nouvelles par derrière, c'est que ce sont des sujets qu'on peut traiter. Ils ne sont pas dans un désert d'ignorance ou de politique économique. Et enfin, la dernière chose que nous avons essayé de partager, c'est que les questions de sécurité, de conflit et de droit doivent être réintégrées au cœur de l'agenda du développement. Pour une raison qui est d'ailleurs déjà toute simple et quasi mécanique. Si l'on regarde dans les 30 dernières années, qu'est-ce qui a maintenu à l'écart le plus de gens possible de l'accès à une forme de prospérité d'une quelconque sorte que ce soit, eh bien, ce sont les conflits. Les pays qui n'ont pas connu de conflits ou des faibles conflits sont des pays qui, même quand leurs performances économiques ont été modestes, ont su faire bénéficier leurs habitants de gains significatifs de niveau de vie, de qualité de vie, etc. Donc nous avons un problème avec la conflictualité sur cette planète et les chocs sécuritaires, même si globalement, dans les derniers 10-15 ans, la situation de cette conflictualité s'est plutôt améliorée. Et si l'on regarde les raisons qui sont à la source de cette conflictualité, si on s'abstrait, je dirais, de l'écume des raisons immédiates des conflits, dans une majorité immense de cas, si ce n'est dans la totalité des cas, ce sont des sujets de droit et d'accès qui gouvernent les conflits. Un droit à une répartition équitable du sol, une répartition équitable de la recherche, d'une ressource naturelle, de la richesse, etc. Et donc, nous avons essayé de dire, si nous ne remettons pas les questions de droit au cœur de l'agenda du développement, nous allons manquer sans doute une portion essentielle de ce qui fait fabriquer le succès des gens. Alors, c'est un thème extrêmement délicat, on l'imagine, et qu'on a tendance à évoquer assez directement en termes de gouvernance. Nous avons essayé d'échapper dans ce panel à la problématique de la gouvernance, immédiatement extrêmement conflictuelle, en disant les droits, c'est un sujet qui est indépendant en quelque sorte des formes politiques dans lesquelles il s'exerce. Il y a de nombreuses façons d'exercer ces droits. Ce qu'on ne peut jamais ôter et aliéner, c'est que des sociétés dans lesquelles les hommes ne peuvent pas exprimer leurs droits sont des sociétés qui sont instables, vouées au conflit, vouées à l'effondrement. Et ça, ce point sur qu'est-ce que sont les droits et la façon dont on va l'exercer, nous devons les réintégrer dans notre agenda. Et aucune construction politique sur le bien commun et sur les objectifs partagés qui ignorerait cette dimension n'aura de vocation à être durable. Maintenant, et je m'achemine vers le sujet convergence qui sera ma conclusion également, tout cet agenda est fatalement ambitieux. Et s'il y a une chose qui frappe si on se pose la question de son incarnation dans la génération future, c'est qu'il ne pourra pas être mis en place par les États, en tout cas par les États seuls. Le phénomène majeur de notre siècle, en ce qui concerne l'action publique, c'est que les États ont perdu le monopole de l'engagement collectif. C'est une réalité, c'est la réalité d'une planète à 9-10 milliards d'habitants, c'est la réalité d'une planète extraordinairement désagrégée, c'est la réalité d'une planète à la gouvernance mondiale effritée et instable, c'est la réalité d'une planète mondiale sans pilote. Les sociétés, les institutions, les individus ont pris des pouvoirs gigantesques dans la fabrication de l'action collective. Et donc, tout notre agenda du XXe siècle, qui consistait à dire problème politique, d'enjeux collectifs, égale organisation d'objectifs de politique publique, égale construction d'institutions étatiques sous contrôle démocratique, ça c'est pour les sociétés occidentales, délivrant une politique publique, ce schéma-là n'a plus de sens. Il est perdu. Entre parenthèses, c'est pour cela
que construire des objectifs communs, les exprimer et les vendre est si indispensable parce que ces objectifs sont les communs, partagés, connus, sont les seules façons de mettre en œuvre, d'arriver à une action efficace. Et donc, entreprises, sociétés civiles, collectivités locales, États, ONG, acteurs de tout poil doivent pouvoir s'engager dans ces objectifs. Le rôle de Convergence, c'est d'essayer de mettre en œuvre, à une échelle française, un dialogue autour de ce partenariat public pour le développement. Au passage, je n'ai pas créé Convergence. Je n'ai fait que le reprendre et le poursuivre. En poursuivre au travers d'un mouvement social qui est animé par beaucoup d'acteurs et dont je ne suis qu'une toute petite pièce. Mais la manifestation de Convergence et les groupes de travail qui l'environnent sont destinés à essayer de rapprocher ces différents acteurs de l'action collective, les faire dialoguer ensemble et les faire travailler sur les partenariats qu'ils peuvent construire les uns avec les autres. Parce que autant chacun peut contribuer dans son silo aux objectifs communs, autant une partie très importante, et si ce n'est la partie productive de l'action collective, va être générée par les constructions partenariales aux interfaces de ce que les différents acteurs ont à construire, les États avec les entreprises avec les ONG, les collectivités locales avec les acteurs, avec les banques, peu importe, et tout ça mélangé dans tous les sens. Donc Convergence consiste à faire parler ces acteurs, les faire travailler ensemble, les faire se rassembler, les faire exprimer et montrer à la fois ce qu'ils réalisent et faire construire quelques kilomètres supplémentaires sur la route des partenariats. Et c'est pour ça que je vous inviterai beaucoup à essayer de donner plus de chair et de concret aux propos un peu généraux que je viens de tenir actuellement, en poursuivant avec nous cette réflexion, tellement elle se trouve en phase avec les cheminements que vous poursuivez ici au Bernardin. Merci. Merci beaucoup. Voilà une vraie vision, Andrea. Je pense que vous allez nous en parler tout à l'heure. Mais d'abord, Baudouin Roger, quelle est ta réaction, à la fois en tant qu'économiste et théologien, porteur de la doctrine sociale de l'Église catholique, souvent c'est des sphères dissociées, la question du développement avec celle du rôle des religions et des églises en particulier. Est-ce qu'une synthèse est possible ? C'est bien sûr une synthèse en 3 mots pour avoir la solution. D'abord, en 15 minutes. 15 minutes, oui. D'abord, je n'ai pas l'habitude de parler avec Lionel et Jean-Marie. Et par ailleurs, je vais essayer de parler quand même du même sujet, mais certainement d'une autre manière, puisque mon propos porte sur la vision chrétienne de la mondialisation. Et je voudrais un peu expliquer comment l'Église réfléchit cette question-là, notamment à travers sa doctrine sociale. Alors la vision que en tant que chrétiens, nous portons sur la mondialisation, c'est une vision qui est franchement utopique. Et je vais l'expliciter, et puis ensuite j'essaierai de vous montrer comment l'utopie nourrit la réflexion et engage à l'action, et en cela, l'utopie n'est pas simplement bavardage. L'utopie catholique, déjà dans le terme catholique, il y a cette notion d'universalité qui nous projette au terme de l'histoire, en quelque sorte, et donc qui nous situe dans le champ de l'utopie. Concernant plus précisément la mondialisation, je trouve que l'utopie que nous poursuivons, elle s'exprime bien dans cette phrase de saint Paul dans l'Épître aux Galates, lorsqu'il dit « Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme, car tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. » Cette vision d'une unité à construire, au-delà de la diversité, elle trouve un écho, en particulier dans la prière de Jésus, en Jean 17, où il dit, il prie son Père pour que les hommes soient un comme nous sommes un, donc le Père, le Fils et l'Esprit. Alors dans cette citation de saint Paul, il y a d'abord il y a une double dimension. Il y a d'abord une forme de dépassement des différences. Ni juif ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme ni femme. Cependant, ce dépassement des différences, qui est un des problèmes que rencontre l'unité en voie de mondialisation, dans l'esprit de saint Paul, il ne s'agit pas d'une uniformisation
qui ferait fi de toutes les spécificités. Au contraire, la perspective va plutôt dans le sens inverse de l'absolutisation des singularités. En quelque sorte, lorsque saint Paul dit « il n'y a plus ni juif ni grec », il ne nous dit pas qu'ils seront équivalents ou pareils, il nous dit que ce qui les distingue sera ancré à une profondeur tellement plus grande que ces différences, disons, mondaines deviendront secondes. Le deuxième élément qui est exprimé par saint Paul, c'est cette unité. Tous, vous faites qu'un dans le Christ Jésus. Et donc, nous voyons que la perspective s'inscrit en direction d'une communion à construire, une communion entre des personnes, et c'est un terme qui a une portée extrêmement lourde. Il s'agit, derrière ce mot, de désigner toute une conception de l'homme. Communion de personnes à l'image de la communion entre les personnes divines. Alors, cette utopie, elle a une dimension de réalité. D'abord, pour les chrétiens, elle a une réalité dans l'Eucharistie à chaque fois que nous la célébrons. Je voudrais l'expliciter parce que je ne suis pas sûr que tout le monde en ait bien conscience, mais dans l'Eucharistie, le pain qui est la matière du sacrement, nous disons qu'il est don de Dieu et fruit du travail des hommes. Et donc, l'activité économique y est directement, explicitement partie. Et lorsque ce pain est partagé entre les fidèles, nous prions pour qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons réunis en un seul corps. Et donc nous voyons que cette communion évoquée par saint Paul, elle se réalise concrètement dans la célébration eucharistique et à travers la médiation qui engage explicitement la dimension économique. Enfin, j'ajoute que juste avant la communion, il est fait mention de l'extension universelle de cette communion. Lorsque nous prions pour que le Seigneur donne la paix à son Église et qu'il la conduise à l'unité parfaite. L'unité parfaite, c'est donc à la fois en intensité, dans la qualité des relations, mais aussi en extension. Et vous savez qu'à la fin de la messe, on envoie les chrétiens, justement parce que la mission continue. Alors cette utopie de la communion, je vais vous citer un propos de Benoît XVI dans Caritas in Veritate, qui montre comment, dans ces mots, cette communion s'incarne de manière très concrète dans la vie économique. Et en particulier, rejoint la mondialisation qui est l'objet de notre propos. Voilà ce qu'écrit Benoît XVI. De nos jours, l'humanité apparaît beaucoup plus interactive qu'autrefois. Cette plus grande proximité doit se transformer en une communion véritable. Le développement des peuples dépend surtout de la reconnaissance du fait que nous formons une seule famille qui collabore dans une communion véritable et qui est constituée de sujets qui ne vivent pas simplement les uns à côté des autres. Alors, vous voyez que l'Église trace une direction, donne un objectif qui s'énonce sous une forme clairement, en partie utopique. Néanmoins, je crois que ce matin, il a été évoqué l'horizon confus devant lequel nous nous trouvons dans les situations politiques en particulier. Et il me semble que avoir une direction, avoir un point à l'horizon est certainement un élément important pour structurer l'action. Alors, cette utopie, ou ce que l'on peut appeler une utopie, eh bien, elle se décline de manière assez concrète et elle nourrit, elle fournit un certain nombre de ressources, à la fois pour l'analyse des situations et aussi pour leur critique.
Et c'est en particulier à ce niveau-là que se situent les apports de ce que l'on appelle la doctrine sociale de l'Église, qui prétend non pas fournir des solutions, l'Église n'a pas de solution ni dans l'ordre politique ni dans l'ordre économique, mais elle apporte un certain nombre de principes de réflexion, des normes de jugement et des guides pour l'action. Et de fait, la réflexion qui est constituée et énoncée dans cette doctrine de l'Église offre un certain nombre de clés, de concepts qui permettent de réfléchir, de comprendre, d'analyser et aussi de critiquer un certain nombre de modes de fonctionnement. Je vais en donner quelques exemples. Un exemple en particulier qui me vient à l'esprit, c'est cette notion d'employeur indirect, une notion qui a été énoncée par Jean-Paul II en 1987, il y a donc un peu plus de 25 ans, et qui précise que si, bien sûr, on voit que l'employeur direct, c'est celui qui est directement part au contrat d'emploi de son collaborateur, eh bien, on appelle employeur indirect toute partie qui, bien que n'étant pas directement part au contrat d'emploi, influe sur des éléments importants de son contenu. Et donc, dans ce cadre-là, on voit immédiatement que, bien sûr, les États sont des employeurs indirects par le cadre légal qu'ils lui fournissent, l'environnement social, mais aussi, bien sûr, les donneurs d'ordre. Et, petite anecdote, il y a quelques semaines, on a organisé une table ronde avec un des groupes de recherche qui se trouve dans ce département où je travaille, a reçu une députée qui porte la loi, dont vous avez peut-être entendu parler, sur la loi de responsabilité des sociétés à l'égard de leurs filiales et des donneurs d'ordre à l'égard de leurs sous-traitants. Et les juristes chercheurs avec qui je travaille étaient tout à fait étonnés de savoir que cette préoccupation répondait exactement à ce que Jean-Paul II énonçait il y a donc un peu plus de 25 ans. Et donc, je crois que si vous vous intéressez à la doctrine sociale, vous verrez qu'il y a nombre de réflexions de ce type qui permettent d'avoir un certain nombre d'éléments pour réfléchir et orienter la recherche de solutions. De manière plus fondamentale et plus globale, toute cette réflexion repose sur cette idée que l'homme est une personne. Je l'ai évoqué tout à l'heure, je vais le développer très rapidement, simplement pour dire que l'homme est une personne, c'est dire qu'il est constitué par ses relations. En quelque sorte, il ne se développe pas tout seul par soi-même. Pour se développer, il a besoin d'un certain nombre d'interactions avec ses contemporains, mais aussi avec les générations qui l'ont précédé. Et donc, en cela, il y a comme une interdépendance native de l'être humain à l'égard de ses contemporains. Ce qui a deux conséquences importantes. D'abord, l'indifférence est totalement inadmissible et que nous sommes, en quelque sorte, responsables de tous. Et lorsque l'organisation sociale ne permet pas à certains de ses membres de déployer l'ensemble de ses capacités, eh bien, il manque quelque chose à la communauté humaine dans son entier. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit, qui n'a pas été fait, que cette personne particulière n'a pas pu accomplir, faute de ressources pour développer ses capacités. Alors, je ne vais pas développer plus avant. Le dernier élément de la doctrine sociale sont les guides pour l'action. Et donc, bien sûr, l'Église agit, elle contribue à l'action, mais l'action, elle repose essentiellement sur les chrétiens, qui, chacun, là où ils sont invités à réfléchir, analyser, critiquer et agir. Alors, je crois que les apports de la doctrine sociale de l'Église sur ces aspects-là, il y a un premier apport qui me paraît assez important, c'est d'abord de convaincre qu'il y a quelque chose que chacun peut faire. Et en cela, libérer chacun de ce qui pourrait être la pire des aliénations, à savoir
s'auto-convaincre que, compte tenu de l'ampleur des problèmes, je ne peux rien y changer. Eh bien, il est bon de s'entendre dire, il n'en va pas ainsi. Chacun, où que nous soyons, nous pouvons changer quelque chose. Vous voyez que la notion d'employeur indirect que j'ai évoquée tout à l'heure, elle trouve un écho pas seulement dans la loi dont j'ai évoqué, mais de manière beaucoup plus dramatique dans, évidemment, l'affaire du Rana Plaza auquel tout le monde pense. On a parlé il y a quelques années de Foxconn et d'autres sous-traitants de l'informatique. Eh bien, sur ces questions-là, nous voyons bien que nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons manifester notre désaccord avec telle entreprise, soit en signant une pétition, soit simplement en n'achetant pas leurs produits. De manière plus indirecte, chacun peut s'interroger sur la manière dont il s'engage dans ses réflexions. Dans quelle mesure est-ce que ces questions font partie de nos préoccupations? Dans quelle mesure est-ce que nous en parlons avec nos collègues de travail, nos amis, pour susciter peut-être en eux, à leur tour, des questions? Ou de manière encore plus pratique, comment est-ce que nous soutenons associations, mouvements et autres qui peuvent structurer ces réflexions et contribuer au changement? Alors, de manière, pour illustrer ces aspects, je crois que l'Église est présente à travers de multiples acteurs. D'abord, je citerai quand même un domaine sur lequel l'Église a été assez motrice, c'était les questions de remise de dette à la fin du millénaire. Et puis, sur un tout autre sujet, je peux citer l'exemple du CCFD, que je trouve intéressant, parce que qui travaille de manière très sérieuse sur la question des paradis fiscaux, et dont les rapports font autorité très largement, et la presse économique, la presse nationale reconnaît la qualité de leurs apports. Et donc, vous voyez que l'action peut s'incarner, même si ce n'est pas de manière immédiate et directe. Un deuxième élément, et je vais conclure là-dessus, qui me paraît intéressant dans l'approche chrétienne, c'est que vous avez bien compris que cette communion dont il est question, il ne s'agit pas d'un universel abstrait, mais au contraire d'une communion extrêmement concrète et qui engage ou met en évidence l'importance des corps, de l'aspect matériel des choses. Et sur ce point, ce matin, une personne s'est interrogée sur la distinction entre globalisation et mondialisation. Et je vais faire une petite contribution là-dessus qui a suscité Alain Suppiot, que nous recevions il y a une semaine au sous-sol ici, et qui employait le terme mondialisation et qui expliquait « J'utilise à dessein le terme mondialisation parce que il s'oppose à... Le terme de monde s'oppose à immonde. Monde, c'est ce qui est net, ce qui est propre. Et donc, vous voyez que dans la notion de monde, il y a d'abord une dimension axiologique, une certaine valeur concrète, alors qu'il me semble que le terme global renvoie davantage à un universel abstrait qui serait l'absence de local ou la négation du local. Alors, peut-être la prise en compte plus sérieuse de la dimension corporelle peut-elle colorer notre manière de réfléchir à la localisation, à la mondialisation, en particulier en soulignant davantage l'importance des circuits locaux, des boucles courtes, tant au niveau des produits que des financements, et peut-être d'envisager les contours d'une mondialisation qui serait non pas une circulation indifférenciée à travers la planète des produits, mais peut-être organisée davantage autour de plaques géographiques, ce qui probablement est aussi une manière d'envisager une mondialisation plus durable, plus respectueuse des ressources qui aujourd'hui sont probablement utilisées de façon dispendieuse compte tenu d'un prix qu'on peut juger ou que certains jugent trop bas. Mais là, peut-être en parlera-t-on avec Monsieur de Margerie.
Merci beaucoup, Baudouin. Alors, la parole est à Andrea Riccardi, qui est donc à la fois historien, mais aussi théologien et aussi homme politique. N'exagérons pas. Hein. Leader d'une communauté spirituelle, Sant'Egidio, qui est une communauté globale et qui est une communauté fondée aussi sur la prière. Donc, À trop être, Antoine, on n'est rien. Hein. On a dit qu'aujourd'hui, il y a le risque du siècle, un siècle pour rien. Alors, non, j'étais très intéressé en vous écoutant, car malgré ce que le cardinal Marx nous a dit vendredi soir, je pense que nous avons encore une vraie faiblesse du pensée sociale globale du christianisme, de chrétienne et de l'Église. C'est-à-dire, notre pensée fatigue à entrer dans la problématique des nouveaux horizons. Mais vous avez dit des choses importantes, l'indifférence inadmissible, une responsabilité sociale, car les chrétiens d'hier, le bon samaritain s'arrêtait avec les pauvres qui voyaient, car il était proche à lui, mais nous voyons les loin. Et quelle est la responsabilité sociale en voyant les loin? Je vois la Syrie à la télé. Que signifie être bon samaritain? Ça, c'est clair. La globalisation de l'information sur la pauvreté et la guerre n'éduque pas la responsabilité. Ça, c'est un grand problème moral et humain et religieux de notre temps. Mais vous avez osé parler d'utopie catholique. J'ai vu qu'avec un certain scandale, Pape François utilise le mot utopie. Il faut utiliser le mot juste pour mobiliser un peu de pensées courtes, telles sont nos pensées. Utopie catholique, et au cœur de cette utopie catholique, vous avez colloqué la communion. Je dirais à deux niveaux. Au niveau de la réalité quotidienne, c'est-à-dire la proximité, notre utopie est qu'il faut avoir des liens avec les prochains, qu'on ne vit pas sans prochain. Je disais, Dieu envoyant la femme a dit, envoyant l'homme, il a dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. En Italie, il y a un beau proverbe qui dit que aussi la reine a besoin de quelqu'un proche à elle. Un niveau, la proximité, l'autre niveau, la globalisation. C'est-à-dire, la globalisation est à nous. Nous ne sommes pas étrangers à ce monde, à cette réalité. Et j'interprète un cycle d'histoire de notre christianisme européen et pas seul européen comme peur de la globalisation ou des effets pervers de la globalisation. Mais j'ai promis de ne pas trop parler. Alors, il y avait quelques décennies qu'ici, à rue des Écoles, à présence africaine, était familière une utopie. L'utopie qui porte le nom de Senghor. C'était une utopie métisse, c'était une utopie catholique, c'était Euroafrique. C'était la grande utopie d'une génération. Une utopie nostalgique et une utopie de l'avenir. Moi, j'étais d'accord. Mais je vois que dans les dernières années, l'utopie euro-africaine est une utopie... Bon, pour des années, les Européens ont refusé l'utopie euro-africaine en pensant que c'était une utopie mineure pour eux. Leur futur, c'était dans des autres lieux. Et maintenant, on voit que l'Afrique n'est pas intéressée à un mariage, car il y a la possibilité plus intéressant au point de vue économique et tout ça, d'avoir autre relation ou pas avoir les relations que le président Senghor voyait dans un cadre de civilisation et institutionnelle. Ça, c'est très important, car M. Zansou a dit des choses très importantes sur l'Afrique. Je le dirais dans un mot, l'Afrique n'est pas toute noire. Pour nous, Européens, le seul sentiment que nous sommes capables d'éprouver envers l'Afrique, c'est
une certaine compassion pour un pays, pour une certaine pauvreté de l'Afrique. Mais c'est important ce que vous avez dit. L'Afrique reste pauvre, mais quelle pauvreté? Alors, l'historien que je suis vous rappelle la pauvreté a une histoire. Les pauvres ont une histoire. Alors, on pensait aux pauvres affamés du village, aux lépreux de Raoul Follero, et on se retrouve avec une pauvreté de jeunes, les nouveaux pauvres africains, qui sont les jeunes, les femmes, les hommes qui habitent dans la ville africaine mondialisée. C'est toute une autre histoire. C'est une histoire, je le répète, je le dis pour mon expérience personnelle, très difficile à raconter en Europe. Très difficile à raconter en Europe. Car c'est une histoire de pauvreté complexe. Pauvreté complexe, peu émouvante. Mais c'est la pauvreté des riches, des éduqués, qui est à la base de l'immigration. Ce ne sont pas les villageois qui émigrent en Europe, ce sont les autres. Et alors, ça, je pense qu'il faudrait réfléchir sur les réalités et les images de la pauvreté en Afrique et dans le reste du monde. Quand on parle des objectifs de battre la pauvreté, mais quelle pauvreté nous avons dans nos têtes et dans les têtes de notre monde? Vous avez dit, M. Zansou, la croissance n'apporte pas l'espérance en Afrique, ou cette croissance. Mais il y a une chose que je trouve très importante. Nous voyons une énorme, rapide croissance des sociétés africaines avec la fin des sociétés. La fin des sociétés d'hier. La fin des sociétés, la fin des tissus sociaux, la crise de la famille, de communautés, c'est un phénomène du monde global. Nous le vivons en Europe. La fin des sociétés. Hier, nos banlieues étaient peuplées par les sections, comment dire en français, les bases de différents partis. Maintenant, nos banlieues sont vides de présence sociale. Il reste la mairie, l'école, la police et quelquefois la paroisse unie à une autre paroisse. On l'appelle zone pastorale, mais ça signifie qu'il y a un curé pour plusieurs paroisses. Mais le grand problème est la fin de société en Afrique. Le passage d'une société traditionnelle, que ce n'est pas la société du Moyen-Âge comme nous pensons, mais c'est déjà une société transformée avec le colonialisme, qui a inventé les ethnies. Il y a le grand travail d'ethnographes en Afrique qui ont tout basculé. La fin des sociétés. Et ici, la naissance de la ville dans plusieurs lieux du monde. Et je m'interroge sur le rapport entre cette ville mondialisée, cette ville globale et la ville traditionnelle européenne. Il y a une grande différence. La ville mondialisée, c'est la ville de grands banlieues, mais aussi de compounds protégés. Notre ville, c'est la ville où il y a la place, et dans la place, il y a la mairie, il y a la cathédrale. Et traditionnellement, dans les places de nos villes européennes, les pauvres et les riches se rencontraient. Je pense que la ville, c'est le plus grand monument de la société et de la civilisation européenne. Quel sera le futur de nos villes et quelles sont les nouvelles villes? Sont villes produits de la fin de la société. Alors, je suis convaincu que pour une croissance économique, pour une croissance de l'espérance, pour une croissance sociale, il faut se poser la question qu'est-ce que signifie rebâtir le tissu social, qu'est-ce que signifie bâtir la ville.
car il n'y a croissance sans société. J'arrive à la fin. Jean-Michel a dit des choses très importantes avec sa forte expérience et espérance personnelle. J'espère, Jean-Michel, que nous serons la génération qui mettra fin à la pauvreté absolue. Je l'espère et je le crois. Mais ici, il y a un autre problème que tu as touché, la conflictualité croissante de nos sociétés, que c'est la conflictualité criminelle, ce sont les conflits civils, ce sont les guerres. Et tu as dit une chose très importante. Je suis habitué à dire que la guerre est la mère de toutes les pauvretés. Et tu m'as donné documentation pour le dire avec plus de conviction. Nous avons perdu beaucoup de richesses, d'énergie et de temps avec nos guerres. Je pense que le problème de la paix, c'est un problème vrai de croissance sociale et de croissance économique. Et ce n'est pas vrai ce que pensaient nos fanatiques de conflit, que la guerre, c'est un moment de régénération sociale. Et nous savons, ces pensées étaient diffusées avant la Deuxième Guerre mondiale, avant la Première Guerre mondiale, mais on les retrouve encore. La guerre est un facteur de dégénération humaine et laisse un héritage terrible aux jeunes générations. Alors je crois que c'est très intéressant de proposer ici l'idée qui venait de la réunion de ce matin, de la table ronde de cette matinée. Le monde global est trop grand, trop complexe. Il n'y a pas deux empires, il n'y a pas 4 acteurs, il n'y a pas seulement les États. Il faut faire alliance sur des problèmes spécifiques entre États, intelligence, acteurs privés, religion et tout ça. L'idée d'alliance, c'est l'idée d'espérance et régénératrice dans un cadre qui est vraiment complexe. Je tire de ces rencontres que l'économie n'est pas providentielle, et nous l'avons compris, et qu'il a besoin d'intelligence, d'engagement humain, et aussi d'avoir un leadership pas seulement politique, mais aussi intellectuel. Merci.